L'objectif de ce texte adopté cette nuit par le Sénat, c'est de réduire le taux de chômage à 5% à l'horizon 2027 contre 7,1% aujourd'hui, et cela en ciblant les personnes les plus éloignées de l'emploi, dont les quasi 2 millions d'allocataires du RSA. Ça fait débat, on va en parler sur ce plateau avec Pascale Gruny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains de l'Aisne et rapporteure du projet de loi sur le plein emploi. Face à vous, Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Bonjour. Sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Et enfin également sur ce plateau, Daniel Chassaing. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de la Corrèze et vice-président de la Commission des Affaires sociales. Pascale Gruny, d'abord, sur la philosophie du texte, vous êtes d'accord avec le gouvernement, la généralisation d'un contrat d'engagement, le conditionnement du RSA à de l'activité. Et d'ailleurs, vous êtes allé un petit peu plus loin en fixant un plancher, 15 heures par semaine obligatoirement. Pourquoi ? Oui, les 15 heures déjà c'était un engagement du président de la République. C'est ce qu'il avait dit dans sa campagne. Voilà, 15-20 heures. C'est aussi ce qui existe actuellement dans les 18 départements qui font l'expérimentation. C'est aussi 15-20 heures. Et dans les contrats d'engagement jeunes. Donc le gouvernement en parlait. N'avait pas traduit dans son projet de loi, nous on l'a traduit, voilà. Alors c'est pas forcément simple, On a entendu votre collègue, René-Paul Savary. Et d'autres. Il faut les moyens financiers, il faut l'organisation. Il faut les moyens financiers, bien évidemment, mais c'est de part et d'autre, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement 15 heures que la personne qui est en recherche d'emploi doit trouver, c'est aussi en fait les travailleurs sociaux, les personnes qui vont accompagner doivent aussi les aider à trouver ces 15 heures d'activité. Alors 15 heures d'activité, on parle de quoi exactement ? C'est pas du travail. C'est 15 heures d'activité. Ça peut être, et moi je le connais bien, ça peut être des personnes déjà qu'on va remettre dans un parcours santé. Parce qu'il faut déjà cet accompagnement-là. Donc dans les 15 heures d'activité, ça peut être aussi d'aller passer quelques heures dans un centre social pour pratiquer une activité. C'est faire sortir les personnes aussi de chez elles. Et je parle là des personnes les plus éloignées. Mais les 15 heures, c'est pour tout le monde. C'est aussi pour le demandeur d'emploi. Ce n'est pas que pour les bénéficiaires du RSA. Daniel Chassaing, vous êtes d'accord ? 15 heures d'activité par semaine, ça s'organise, ce n'est pas si simple. C'est vraiment une bonne idée ou pas de l'avoir rendu obligatoire ? Écoutez, c'est une bonne idée parce que vous l'avez dit en commençant, il y a 2 millions de personnes qui sont au RSA. Il y en a 60% qui sont depuis plus de 2 ans, 40% depuis plus de 5 ans. Et il n'y a que 40% de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, parce qu'actuellement, ils ne sont pas obligés de s'inscrire. Mais le RSA, actuellement, il peut y avoir des sanctions. Je le rappelle, même si c'est pas... On va en parler. Oui. D'accord, mais bon, alors... Effectivement. Ça ne change pas tant de choses que ça, du coup. Non, ça ne changera pas de choses que ça. Le problème, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un problème de financement, comme l'a dit Pascal, et d'accompagnement, si vous voulez. Le contrat qui sera fait, si vous voulez, entre le demandeur d'emploi et le référent, il doit préciser les objectifs d'insertion sociale et surtout l'intensité d'accompagnement. C'est ça qui va réussir. Et effectivement, je pense que comme l'emploi a diminué, l'emploi s'est amélioré, on est passé de 9,4 à 7%, mais il n'y a pas eu de gains au niveau des RSA. Ils sont restés toujours à 2 millions depuis 2017. Oui, ça n'a pas. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Une question quand même. Vous l'avez dit, c'est en expérimentation déjà dans 18 départements. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas la fin de l'expérimentation avant de généraliser ? Ça, il faut le demander au gouvernement. C'est dommage. C'est dommage. Écoutez, je veux bien en parler. J'ai fait une PPL avec j'étais rapporteur avec le président de mon groupe et avec Claude Maluret et donc je me suis basé sur l'expérimentation dans l'Allier. Oui. Et donc ça marche et il y a d'autres départements effectivement qui ont fait cette expérimentation. Alors Marie-Noëlle Lienemann, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remettre les bénéficiaires du RSA en activité en leur proposant ce qui leur est proposé avec ce texte ? D'abord, il s'appelle plein emploi. Franchement, on est à des années-lumière de la question de comment retrouver le plein emploi. Parce que si on s'imagine que la question de l'emploi, c'est essentiellement le fait qu'il y a un certain nombre de gens au RSA qu'il faudrait stimuler pour rentrer dans le travail, très franchement, déjà. Non, mais je dis ça parce que on fait comme si le problème était celui des pauvres et des gens au RSA qui veulent pas, entre guillemets, qui ne voudraient pas travailler. C'est une stigmatisation pour vous, des personnes qui sont au RSA ? Je ne vous dis pas ça, je vous dis ce qui est prévu par le texte du gouvernement. Et donc, premièrement,
premièrement, je rappelle que derrière l'illusion du taux de chômage, il y a beaucoup de travailleurs en dessous du seuil de pauvreté. Hein? Donc il ne suffit pas de parler plein emploi, il s'agit de donner à chacun la dignité par son travail. Sujet qui est quand même très peu évoqué en soi. Troisièmement, les conditions de travail, le salaire, la reconnaissance, etc. Sujets. Troisièmement, on nous dit il faut, après la retraite, on va reprendre une vision positive du social. Premier texte qu'on nous dépose, unanimité des syndicats contre. Donc, en tout cas, la partie RSA. C'est vrai qu'on nous avait parlé de mesures sucrées qui devaient arriver après les mesures salées des retraites. On les attend encore. C'était notamment l'emploi des seniors, toujours pas là. Bon. Donc on voit Il bien. devrait y avoir un texte à la fin de l'année, mais on en parlera encore. Non, mais je dis que c'est pas neutre d'avoir choisi pile poil le seul sujet. Il y a quand même une chose intéressante sur les travailleurs handicapés et tout ça, qui pouvait être que d'avoir stimulé le sujet là-dessus sur le RSA. Parce qu'on pourra revenir sur la réorganisation de Pôle emploi, mais alors là, il se trouve que j'ai une certaine... Ce n'est pas que sur le RSA, hein. C'est vraiment quand même l'organisation totale. C'est pour ça que je vous disais que les 15 heures, c'était aussi pour les demandeurs d'emploi. Alors justement, parce qu'ils sont plus éloignés. Polémique. Non mais justement, alors les demandeurs d'emploi, c'était pas dans la proposition du gouvernement. Oui. C'est vous qui l'avez mis. On est maintenant en train de conditionner ce qui était le droit, alors là je parle des chômeurs, qui était un droit acquis par cotisation. On est en train de le conditionner à des choses qui n'ont jamais été négociées par les travailleurs sociaux, par les partenaires sociaux. Alors revenons à la question du RSA. À l'origine, le RSA n'avait pas ce nom-là. Il était conçu comme un revenu garanti à chaque citoyen, à chaque famille, pour pouvoir engager une stratégie d'insertion professionnelle, RMI. Depuis d'ailleurs, j'observe qu'entre l'argent qu'on mettait pour l'accompagnement des personnes au moment du RMI et maintenant, on a divisé par 3 le nombre de personnes qui s'occupent. À chaque fois, on nous dit on va mieux accompagner. On a mis activité pour RSA, mais peut-être qu'il n'y a pas encore moins d'accompagnement. C'est ce que vous nous dites. Voilà, on dit on va accompagner, et M. Chassin le redit, ça ne marchera que s'il y a de l'accompagnement. Bien sûr. Mais il n'y en aura pas. Alors, c'est la raison pour laquelle... Donc, on met la charrue devant les bœufs. Et surtout, la logique pour le citoyen. Je vais vous laisser répondre Pascal Gruny. Mais parce que vous avez commencé aussi en parlant de la stigmatisation, des personnes qui n'ont pas de travail. Il y a eu cette tribune quand même en début de semaine qui a été signée par ATD Quart Monde, le Secours catholique, Emmaüs, avec de nombreux partenaires sociaux qui ont dit stigmatiser les pauvres ne mène pas au plein emploi, augmenter les contraintes n'est pas la solution et renforce la stigmatisation des personnes. Est-ce qu'on est dans la stigmatisation? Mais pas du tout. Et puis d'ailleurs sur la liste des demandeurs d'emploi, c'est pour ça que c'est pour tout le monde. Tout le monde est inscrit, donc on s'occupe à la fois des demandeurs d'emploi, à la fois des bénéficiaires du RSA. Non, c'est pas stigmatisé. En revanche, ce qu'on voit, c'est que l'accompagnement tel qu'il existait aujourd'hui, ça fonctionne pas bien. Et ça fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien parce que moi, je le dis, parce que j'ai accompagné des personnes très éloignées de l'emploi, il faut les prendre par la main. Et donc, ça ne fonctionnera que si on y met les moyens financiers. Et je l'ai redit. Alors, on nous dit 2,3 milliards, 2,7 milliards, mais en fait, il n'y a rien de fléché, il n'y a rien vraiment de certain. Pourquoi ça fonctionnerait mieux avec ce texte si on n'a pas vraiment travaillé sur le financement? Si on n'a pas les moyens, ça fonctionnera pas. Parce que en fait, là, dans les expérimentations, ce qu'on fait, mon département, on a un territoire qui est en expérimentation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté en fait des personnes pour accompagner, et donc ils vont prendre, bien entendu, ils vont être plus nombreux pour accompagner le même nombre de personnes qu'auparavant. Il y a des stratégies qui marchent très bien. Les territoires zéro chômeur, il y a beaucoup de réussites. Pas vraiment. Ça dépend. Non, Madame Lindemann. Si, moi j'ai suivi un certain nombre d'entre eux. Pas tous les territoires. Non, justement, donc, ça fonctionne pas bien. La question. Parce qu'on avait fait un des premiers bilans qui semblait être plutôt positif. Mais je n'en ai pas. Daniel Chassin. Il faut être sérieux, si vous voulez. Pourquoi on parle de stigmatisation? Mais moi, je trouve que c'est scandaleux. Est-ce que les personnes qui sont au RSA, qui sont isolées, se réalisent? Ils se réalisent pas pour eux-mêmes, ils se réalisent pas avec leur famille, ils se réalisent pas avec le territoire, avec la société. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut effectivement, comme le dit Pascal, prendre les gens par la main
et il faut plus d'accompagnement. Mais c'est le but de ce texte. Alors, attendez, mais on dit il y aura rien, mais il faut voir le budget qui va être voté. On le connaît, le budget. Attendez, on n'a pas voté le budget. On va le voter. Mais non, mais parce que vous partez du principe que obligatoirement ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'on reste avec 2 millions de RSA, mais on dit il n'y a rien à faire pour non, eux. Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Mais attendez, c'est le texte, non, mais attendez, le texte dit on va financer. Mais si vous pouvez parler, le texte dit. Je vais vous laisser répondre. On va financer davantage. Il y a 2,5 milliards qui sont annoncés. Ça suffit peut-être pas, mais c'est déjà un plus, et c'est surtout l'accompagnement intensif et surtout par RSA, savoir exactement l'intensité d'accompagnement nécessaire et le faire. Sinon, ça ne marche pas. Mais les meilleurs pour le savoir, l'intensité d'un truc, c'est justement les conseillers pour l'emploi qui ont diminué. Je vois dans le prochain budget, toutes les informations qu'on a, c'est que ça va encore diminuer. Deuxièmement, c'est en partie les travailleurs sociaux en lien avec les associations caritatives qui, elles, ont l'habitude d'un certain nombre de ces familles. Les départements, Madame Lienemann, quand même. Travailleurs sociaux du département. Oui, mais les départements, bien sûr, voilà. Et qui ont l'habitude. Avant ATD Carmonde, etc. Voilà. Oui, mais enfin, il y a aussi les très loin Les collectivités territoriales, elles sont là. D'une manière générale. Les missions locales. Voilà, mais justement, tous ces gens-là, ils ne sont pas d'accord. Ah, c'est pas vrai. Non. Ah non. Les missions locales. Ben oui, elles sont d'accord. Mais bien sûr que si, n'étaient pas d'accord. Alors moi, je vais rectifier. On passe à un deuxième point. Alors moi, j'ai reçu les missions locales qui étaient très fâchées avec le nom. Donner le nom de à Pôle emploi de France Travail comme le nom du réseau. C'est ce que vous avez refusé, on le précise. Parce qu'il y avait une forme de hiérarchie, alors que les opérateurs, c'est le Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi. Voilà, ça sont les opérateurs, et après les partenaires dont font partie aussi les associations dont vous parlez bien sûr, mais qui sont pas les plus importantes, mais avec les plis, les maisons de l'emploi, etc. Voilà. Oui. Alors moi, je veux quand même dire, je vous en prie, c'est que ces activités, les 15 heures d'activité là. Oui. Je vous parie qu'on ne les trouvera pas. Moi, j'ai travaillé sur le RMI au moment où on a fait de l'insertion. Ça, s'il n'y a pas le budget, on ne les trouvera pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans mon département, attention quand même. Non, mais dans mon département, on a trouvé on a remis au travail, vraiment, on a trouvé un emploi à 2000 bénéficiaires du RSA. Et en fait, nous, ce qu'on avait mis en place, ça faisait hurler, davantage que ça, parce que nous, on avait dit 35 heures. 35 heures d'activité. Oui. Voilà. Mais c'était aller vers, et bien entendu, c'était pas forcément 35 heures. Et moi, je vous dis, on a sur les emplois jeunes, pas les emplois jeunes, le pacte jeune. C'est le même principe. C'est qu'il y a des garanties. Eh bien, figurez-vous que 40% des jeunes qui bénéficient du pacte jeune ne font pas les 15 heures, et même 5% ne font pas les 5 heures. Parce qu'on ne trouve pas les moyens de les accompagner suffisamment. Peut-être, mais là, franchement, on compte sur les moyens financiers. Je vous donne la parole et puis ensuite on avance à un deuxième point du texte. D'accord, merci. Donc les missions locales, j'en ai rencontré. Elles s'inquiétaient. C'est pour ça que j'ai posé beaucoup de questions à Madame le rapporteur, qui a fait un très bon travail. Oui. Et donc ça, le ministre a bien dit que les missions locales étaient complètement conservées. Alors moi, ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que les 15 heures, comme l'a dit tout à l'heure, c'est pas uniquement 15 heures de travail, c'est la mobilité, la santé, la garde d'enfants, la découverte des entreprises. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on sera allé chercher les personnes au RSA par la main, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que pour les insérer, il faut qu'ils aient plus de salaire. Oui. Et c'est pour ça que je reviens à la PPL Malhuret. On conserve le RSA pendant 1 an et aussi 20 heures de travail par mois, ce qui fait 1200 €. C'est bien sûr pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup mieux que le RSA. Et petit à petit, ensuite, ils vont être intégrés dans l'entreprise et pouvoir avoir progressivement un plein temps. Mais
Tout le monde ne pourra pas y être. Le fait qu'on ne va pas dire que les 2 millions vont être récupérés, mais si on récupérait 1 million, c'est formidable quand même, pour les gens, je parle. Alors vous venez de parler à l'instant de la question des gardes d'enfants. Ça fait partie de ce projet de loi. C'est peut-être un point qui fait un peu plus consensus d'ailleurs. Et sur ce sujet, on va rejoindre Alexandre Poussard, qui se trouve avec le ministre Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, et qui était en charge de ce volet du projet de loi. Effectivement. Bonjour Jean-Christophe Combe. Bonjour. Alors ce projet de loi, il donne à la commune le statut d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Concrètement, est-ce que ça va vraiment changer les choses et est-ce que ça va résoudre le problème qui est un problème récurrent pour beaucoup de parents, le problème de la recherche d'une garde, et ce problème peut devenir un frein aussi à la recherche d'emploi? C'est une étape indispensable de la mise en œuvre de la promesse du président de la République de créer 200 000 places d'accueil dans notre pays pour répondre effectivement aux besoins des familles. C'est 150 000 femmes qui aujourd'hui renoncent à un emploi pour pouvoir accompagner leur enfant. C'est un problème majeur, c'est un frein majeur à l'insertion dans l'emploi. Il y a aussi des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des enjeux aussi de lutte contre les inégalités. C'est 71% des familles les plus pauvres qui n'ont pas accès à des places en crèche, contre 33% dans la population générale. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de ce défi. Je pense qu'on est tous d'accord sur les objectifs à atteindre. Il y avait simplement un frein à lever pour cette mise en œuvre, c'était de pouvoir désigner un acteur responsable sur les territoires, responsable de la coordination de cette politique pour pouvoir atteindre cet objectif qui est très ambitieux. 100 000 places d'ici à 2027, 200 000 d'ici à 2030, et donc de positionner le bloc communal qui exerce déjà de façon facultative cette responsabilité, cette compétence, et de lui donner les moyens de la mettre en œuvre. C'est le cas avec la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF que j'ai signée en début de semaine. C'est inédit, 6 milliards d'euros investis d'ici à 2027 dans la petite enfance. Des moyens aussi humains, notamment pour aider les plus petites communes à exercer cette compétence. Et puis de nouvelles fonctionnalités, notamment l'obligation pour les communes ou les intercommunalités de plus de 10 000 habitants de mettre en place un relais petite enfance pour assurer l'accompagnement, l'information aussi des familles, pour leur donner accès à ces modes d'accueil, qu'ils soient collectifs, en crèche ou individuels chez les assistants maternels. Donc vous rassurez notamment la majorité de droite du Sénat qui estimait que certes vous donnez cette responsabilité clairement aux communes, mais sur la question des moyens, il y avait un certain scepticisme, mais vous dites les communes auront des moyens. Ça a été tout le débat de cette nuit avec les sénateurs qui étaient légitimement inquiets de ces nouvelles compétences, de ces nouvelles responsabilités. J'ai essayé de les rassurer, leur dire que c'était qu'un début, qu'on allait continuer à travailler ensemble. Il y a une navette, le texte sera examiné aussi à l'Assemblée nationale. On va travailler avec les associations représentatives de ces collectivités dans les semaines qui viennent, notamment pour mesurer, évaluer les charges liées à ces nouvelles compétences et pour pouvoir les compenser comme il se doit. Pour conclure, dans ce projet de loi sur le volet petite enfance, il y avait aussi la mise en place par l'État d'une stratégie nationale de l'accueil du jeune enfant. Ça a été supprimé par le Sénat lors de l'examen du texte, car il craignait une forme de recentralisation. Est-ce que vous allez pouvoir tomber sur un accord entre sénateurs et majorité présidentielle? L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver un outil qui nous permette de coordonner l'ensemble des niveaux de collectivité, que ce soit en particulier les régions ou les départements qui n'ont aucune obligation aujourd'hui dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF, donc de trouver un outil contractuel entre l'État, les régions et les départements qui ont aussi un rôle aux côtés des communes pour mettre en œuvre cette politique publique. Et donc il faut qu'on travaille, je pense, d'ici à l'examen du texte à l'Assemblée nationale pour trouver le bon dispositif qui n'envoie pas le signal que l'État fait des communes un opérateur, comme je l'ai pu l'entendre, à son service, mais vraiment qu'on travaille de façon partenariale et qu'on respecte la liberté des collectivités. Merci beaucoup Jean-Christophe Combe pour toutes vos explications. Merci beaucoup Alexandre pour cette interview. Alors voilà, des mesures pour que la garde d'enfants ne soit plus un frein à la recherche d'emploi. Sur l'objectif, tout le monde est d'accord forcément, mais sur les moyens qu'on va donner aux communes, sur la façon dont ça va être fait. Pourquoi ce seul frein dans le texte? Parce qu'on a plein d'autres, la mobilité, la santé, le logement, voilà. Donc voilà. Bon, soit, c'est inscrit dans le texte et bien entendu, personne n'est contre le fait qu'il manque des places, en fait, pas seulement de crèches, d'assistantes maternelles aussi. En revanche, les moyens financiers,
bien sûr. Et les moyens financiers, bon, on nous annonce des chiffres, mais on n'a pas vu le fléchage. Et moi, comme je dis, sur l'investissement, souvent les communes n'ont pas vraiment de souci, elles trouvent les financements, et c'est le fonctionnement. Et là-dessus, justement, il doit faire des propositions. Et nous, on a complètement nettoyé l'article 10, parce que de toute façon, il y avait 3 groupes qui souhaitaient supprimer carrément l'article 10. Donc, on a fait ce nettoyage sur une forme de recentralisation. Parce que sincèrement, c'est vrai quand même que oui, la commune, elle est organisatrice, etc. Mais elle doit faire ça, et si elle fait pas, le préfet reprend la main. Et sinon, on remet le département peut aussi décider à la place de la commune. Les élus locaux sont mis sous tutelle. Mais oui, mais c'est non. Et au Sénat, c'est non 2 fois. Hein. Un mot quand même sur le fait que c'est difficile aujourd'hui aussi de recruter dans les crèches. On a vu les conditions de travail qui sont très difficiles. On a eu le rapport de l'IGAS sur les crèches avec un constat qui a été accablant dans certaines crèches. On n'a pas l'impression d'avoir les réponses sur ces sujets dans ce texte. C'est du pipeau, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vois pas le rapport avec ce texte, avec le seul sujet de la garde des enfants. C'est du pipeau, pourquoi ? Premièrement, parce qu'on ne fait pas un bilan réel des difficultés actuelles pour les collectivités comme pour tout le monde, d'organiser des crèches, de trouver des salariés, de faire la complémentarité entre les nourrices à domicile, les crèches collectives, les réseaux, etc. On a un énorme problème et il ne suffit pas de dire je passe la patate chaude aux collectivités, elles vont régler ce problème. Deuxièmement, le coût. Madame Gruny a raison, il y a l'investissement, ça, bon an, mal an, on a eu des subventions, on y arrive, bon, plus ou moins. Oui. Mais ce qui est compliqué, c'est le fonctionnement, d'autant plus que si on améliore la formation, le taux d'encadrement, parce qu'on nous a fait, on peut encadrer les enfants avec moins de personnes. Ben, on avait réduit le taux d'encadrement effectivement dans les crèches pour créer plus de place. Troisièmement, je ne crois plus à leurs promesses en place de crèches. Pourquoi ? Oui, c'est l'un des plans. On a eu le plan pauvreté, vous vous rappelez, pour lutter contre la pauvreté. Non, mais c'est vrai. 30 000 places en crèche devaient être en 4 ans. Oui. On en est à 8 000 et quelques. Et donc, c'est toujours le même pipeau. Oui, il y a qu'à, on va changer la structure, on ne met pas de fait budgétaire, il n'y a pas de planification, on repasse la patate chaude aux collectivités locales. Aussi, et après, on découvre que ça ne marche pas. Juste rapidement, regardez Daniel Chassaing. 2 secondes, c'est qu'en fait, entre là, le texte qu'on a lu, et puis ils sont allés, je crois que c'était à Nancy, faire des annonces. Donc à l'Assemblée nationale, ils vont passer des amendements. Donc ça aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire que, comme on dit, il n'y a pas eu l'expérimentation, on n'attend pas vraiment le suivi. Et puis là encore, voilà, on va faire des annonces. Mois d'octobre, ce sera un autre texte. Daniel Chassaing, sur ce point. Voilà, très rapidement, je reviens une seconde sur le RSA. Les départements ne peuvent pas plus mettre davantage à leur budget. Donc, il faut absolument, pour qu'il y ait davantage d'accompagnement, un financement. Le ministre nous l'a promis. Deuxièmement, c'est important d'avoir une politique d'accueil du jeune enfant parce que c'est un frein à l'insertion professionnelle. Parce qu'il y a beaucoup aussi de familles... Personne ne le nie, je pense. On est d'accord, mais moi j'écoute. C'est le gouvernement qui est au pouvoir, qui dit qu'il va le faire. Pourquoi je ne croirais pas qu'il... Parce qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'on parle de plans dont les promesses n'ont pas été tenues. Je reviens sur ce qui est dit. Les subventions, effectivement, les communes ont des subventions, ça a été dit. Donc l'investissement, à mon avis, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que la CAF, c'est parce que c'est la CAF qui finance le fonctionnement, et c'est au niveau de la CAF qu'il faut avoir beaucoup plus. Et la CAF, elle doit aussi écouter les communes, Daniel, parce que il y a aussi un peu ça. Et donc je voulais dire que il y a eu un amendement qui est passé, qui a été soutenu par le Sénat, c'est un de mes amendements, pour que ce soit pas uniquement la commune, mais la communauté de communes, si vous voulez, pour que ce soit à la carte. Voilà. Alors il nous reste 3 minutes pour conclure ce débat où il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais qu'on le resitue un petit peu dans le contexte de cette année. Cette année, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu auparavant la réforme de l'assurance chômage. Maintenant, il y a ce projet de loi plein emploi. Pascal Gruny, vous avez entendu Marie-Noëlle Lienemann dire, on nous avait dit qu'on allait avoir des mesures plus positives, notamment sur l'emploi des seniors. Où sont-elles? C'est vrai qu'on les attend encore. Vous entendez aussi la gauche qui dit c'est un trilogie d'attaques sociales, tout cela. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, en fait, on attend une loi travail.
Tout à l'heure, je crois qui doit arriver d'ici la fin de l'année, nous promettons. Et d'ailleurs, ou l'année prochaine. Voilà, c'est pour cela que la Première ministre continue les consultations. Oui, parce que là, on va voir aussi les projets de loi de finances et on les attend justement pour déjà toutes ces promesses. Mais en tout cas, on attend parce que la loi retraite, elle se fera effectivement avec les personnes qui reviennent en emploi. Ça fait des cotisations, donc ça permet aussi un équilibre éventuellement. Mais les seniors, on attend toujours les mesures sur l'emploi des seniors. Et si on ne fait rien pour les seniors, et moi je l'ai dit, même si je suis chez les Républicains, moi je l'ai dit aux organisations patronales, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un changement dans l'esprit des chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs salariés, particulièrement aussi des cadres, c'est-à-dire de se dire qu'au-delà de 50 ans, finalement, ils sont plus dans le coup, on va dire entre guillemets, et donc on les laisse partir et bénéficient du chômage, etc. Et ça, franchement, on attend sur ça, sur la pénibilité qu'on a déjà avancé dans la loi retraite, mais on a besoin d'aller plus loin, et aussi sur les personnes qui sont éloignées de l'emploi, qu'on met dans des chantiers d'insertion, dans des contrats aidés. Sont les ruptures aussi qu'il va falloir regarder, parce que quand ils ont fini un chantier d'insertion, ils retournent à la case zéro, et ça c'est plus possible. Daniel Chassaing, sur cet agenda donc l'on attend, d'ailleurs Elisabeth Borne a dit qu'elle avait un agenda social ambitieux et dense. Je voulais aussi dire que si on avait le plein emploi comme en Allemagne par exemple, eh bien on n'aurait aucun problème avec tout le social, que ce soit la sécurité sociale et autres. C'est l'objectif du texte, mais voilà, c'est pour 2027. C'est l'objectif du texte. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire avant les retraites, il fallait faire une loi de travail avec les partenaires sociaux. On a mis la charrue avant les bœufs. Donc, la pénibilité, la retraite progressive, et ça, il fallait le faire avec les partenaires sociaux. Ça, on le fera sans doute. Et il faut que ça se fasse l'année prochaine. Il faut le faire. Le mot de la fin, Marie-Noëlle Lienemann, vous êtes d'accord? Vous l'attendez, vous, ce texte? Non, mais attendez, moi, la première chose que je dis à mes collègues, c'est que ils sont tous d'accord pour dire qu'il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Ils ont voté la charrue quand même. Oui, et pendant ce temps-là, les bœufs, ils arrivent pas. Ils arrivent pas. C'est-à-dire ils sont peut-être pour 2024. Tout ce qu'est le recul et tout ce qui pourrait être l'espérance d'un équilibre pour le compenser, on l'a pas. Et je dis, c'est demain on reste gratis, parce que le gouvernement a retenu systématiquement toutes les décisions qui avaient le refus massif, voire unanime, des syndicats. UNEDIC, retraite, et là on vient de voir RSA. Il ne prend aucune des propositions concrètes qui pourraient être mises sur la table: pénibilité, travail des seniors, amélioration de la formation, parce que on ne réussira que si on a tout ça. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas demain qu'on va avoir les côtés positifs, parce que c'est toujours comme ça, le recul d'abord et le positif, on le voit jamais. Alors après que les consultations sont en cours et qu'aujourd'hui, en tout cas, Elisabeth Borne a vu les partenaires sociaux. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Nous sommes maintenant à 30 minutes, un peu moins même, des questions gouvernement. C'est l'heure de rejoindre Quentin Calmet dans l'hémicycle du Sénat. Alors Quentin, un mot sur les grands thèmes que l'on attend dans moins d'une demi-heure. Oui, surtout, Tam, qu'on va continuer à parler de ces réformes sociales que vous évoquiez avec vos trois invités depuis 14h. Effectivement, on va continuer à parler notamment de ce futur projet de loi de PAC.